Dans la partie précédente, j'ai surtout parlé du merveilleux, de la magie dans la nature et de la façon dont Tolkien et Miyazaki montrent l'amour qu'ils lui portent. Allez, viens, vas-y, moi je te propose, viens, allez, on va parler d'amour autour d'un petit verre de jus de pomme bio, réalisé à l'ancienne par des artisans de Corrèze. Tu verras, tu vas aimer la nature après. Malgré cette belle représentation, il n'est un secret pour personne, sauf si vous vivez dans une grotte depuis super longtemps, mais à ce moment-là, comment vous faites pour voir ma vidéo? Que la nature est en danger. Pollution, déforestation, etc. Tout cela a mené au mouvement écologiste que je vais tenter de vous décrire un petit peu. L'écologisme et l'écologie politique sont des mouvements de pensée qui prônent un retour à la nature, un rejet de l'industrialisation et de ses méthodes, afin de sauvegarder l'environnement. La première mention de l'écologie dans un cadre économique et politique a été faite à la fin du 19e siècle par le mouvement anarchiste. Ce mouvement est influencé en Europe par Léon Tolstoï et aux États-Unis par Henry David Thoreau. Donc même si l'écologie a commencé à rentrer un petit peu dans les questions politiques et économiques, ce n'est que vers la fin du 20e siècle, et plus précisément dans les années 60-70, qu'il a commencé à vraiment avoir de l'impact, notamment avec la contre-culture du mouvement hippie. Donc ce mouvement il a cessé de croître avec les années, parce qu'avec des événements comme Tchernobyl, on s'est rendu compte que l'industrie c'était peut-être un petit peu dangereux. C'était tout petit peu. D'ailleurs, Jean Diempel écrit en 1992 « Les années 60 ont beaucoup influencé notre civilisation industrielle. Le mouvement écologiste issu de cette décennie, qui touche maintenant un pourcentage élevé de notre société occidentale, a détourné les jeunes et les moins jeunes de la ville et de l'industrie vers la nature. » Peut-on donc dire que Tolkien est un écologiste? Rappelons que Tolkien a vécu en Angleterre à partir de l'âge de 3 ans, dans les années fin 1800, début 1900. Et c'est à cette époque que l'Angleterre s'industrialise énormément, notamment grâce à leur grand nombre de mines de charbon. Évidemment, Tolkien, un grand amoureux des arbres et de la nature, voit l'industrie la détruire peu à peu. Dans Le Seigneur des Anneaux, ça se voit surtout dans le 2, les 2 tours, avec la présence notamment des Ents. Et là, je vais devoir résumer un petit peu Le Seigneur des Anneaux. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Donc les grands anneaux, c'est des anneaux de pouvoir qui ont été distribués à 3 peuples, c'est-à-dire les elfes, les nains et les humains. Malheureusement, Sauron, qui est le mal incarné, a créé un maître anneau dans le but de prendre le pouvoir sur tout le continent. Il finit par être vaincu et l'anneau a été, pouf, perdu. Bon alors, on va sauter un passage. L'anneau est retrouvé par Bilbo, qui est un hobbit, et qui donne cet anneau à son héritier, c'est-à-dire Frodon. Et celui-ci se retrouve à avoir une mission super importante donnée par Gandalf. Oui, Frodon, tu es un petit hobbit, mais tu vas aller avec tes copains détruire l'anneau. J'en perds ma main! Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça, donc ils doivent partir à 2, c'est-à-dire Frodon et Sam qui sont 2 hobbits. Ils prennent en route 2 autres hobbits, Merry et Pippin, et ils finissent par créer une communauté dans laquelle il y a donc des hobbits, un nain, un elfe, des humains. Et donc j'aimerais revenir sur une petite polémique qui n'a absolument aucun rapport sur ma taille. Je me suis renseignée sur les différentes tailles des races dans Le Seigneur des Anneaux, hein, pour qu'on arrête enfin de me traiter de hobbit. Bon, alors, le hobbit mesure entre 60 cm et 1,20 m. Donc, flûte, je suis pas un hobbit, ils sont plus petits que moi. Sauf, selon la légende, le plus grand des hobbits qui mesure 1,60 m. Mais on s'en fiche, lui, il compte pas. Et ensuite, il y a les nains, qui ne mesurent pas plus d'1,50 m. Du coup, je serais une naine. Donc, fermons ce sujet et reprenons là où on en était, c'est-à-dire que Frodon, il a ramassé ses copains, ils doivent aller détruire le maître anneau. Durant leur périple, la communauté est divisée en plusieurs groupes, et notamment Gandalf disparaît. You shall not pass. Et le groupe qui va nous intéresser est composé de 2 hobbits, Merry et Pippin, qui se retrouvent dans une forêt près du territoire d'Isengard. Ce qu'il faut savoir sur cet endroit, c'est qu'il y a une grande tour qui appartient à un sorcier nommé Saruman. Alors à la base, Saruman c'était un poteau de Gandalf, mais ça s'est pas bien passé, et du coup Saruman il est du côté de Sauron. Et donc la particularité de cet endroit, c'est que autour de sa tour, Saruman a créé une immense industrie d'armement, et donc ils détruisent les arbres au fur et à mesure de la forêt afin d'alimenter son usine. Et donc les Ents, c'est l'incarnation même de la nature qui va se battre et se révolter contre l'industrie. Qui c'est les Ents? Alors c'est une espèce, on va dire, d'arbre humanoïde, une espèce extrêmement ancienne, qui aime bien prendre son temps, hein, ça on s'en rend très vite compte. Nous ne disons jamais rien, à moins que cela ne vaille la peine de prendre beaucoup de temps pour le dire. Mais ils sont pacifistes. À la base, ils ne veulent pas du tout rentrer dans le conflit. Ce n'est pas notre guerre. Il faut savoir que, avant même le début de la bataille, les Ents sont une espèce en voie de disparition. Pour une raison
que je qualifierais de nul. En fait, les Ents, ils ont perdu les femelles. Donc, je me suis un petit peu renseignée sur cette histoire. Les mâles préfèrent la forêt, alors que les femelles vont préférer les campagnes. Et en fait, elles se sont barrées. Si les Ents représentent la nature mise en danger, Saruman, lui, c'est l'industrialisation en personne, puisque tout ce qui nous intéresse dans ce film sur lui, c'est qu'il a une immense industrie qu'il fait tourner et qu'il détruit la nature pour la faire tourner. Et donc si les Ents à la base sont pacifistes, ne se sentaient pas du tout concernés par cette bataille, le fait qu'on bute leurs copains, ça va les énerver un petit peu et ils vont rentrer en guerre. Nombre de ces arbres étaient mes amis. Les Ents vont entrer en guerre. Il est probable que nous courions à notre perte. La dernière marche des Ents. Et donc on arrive sur un passage trop cool, la bataille d'Isengard, où les Ents rentrent en guerre et décident de venger tous les arbres tués en détruisant l'industrie naissante que représentait Saruman. Et donc revenons-en à notre question première, qui était Tolkien est-il un écolo? L'une des choses qu'il faut savoir, en plus du fait que Tolkien adore la nature, c'est qu'il n'aime pas l'industrie. Ça paraît logique. Mais pour autant, Tolkien c'est pas un écolo. Et ce pour une raison assez simple. À son époque, l'écologie était extrêmement politique. Et Tolkien déteste la politique. Donc j'en ai pas trop parlé, mais on le voit notamment dans Le Hobbit. C'était le style de Thorin, nain important. Si on lui en avait laissé la liberté, il aurait sans doute continué ainsi, tant qu'il aurait eu du souffle, sans rien dire qui ne fût déjà connu de tous. Donc en gros, pour Tolkien, les politiciens parlent pour ne rien dire. Et oui, donc il les aime pas. Et puis ça se voit aussi pour une autre raison. Comme je l'ai dit, pour Tolkien, le meilleur endroit du monde, c'est la comté. Et le fonctionnement politique de la comté est très simple. La comté n'avait guère à cette époque de gouvernement, les familles géraient pour la plus grande part leurs propres affaires. Et rappelons que j'ai dit que Tolkien se prenait pour un hobbit, donc il préfère que chacun se mêle de son truc et qu'il n'y ait pas de gouvernement. Ah oui, et autre détail, je rappelle que l'écologie a vraiment été à la mode dans les années fin 60, début 70, et Tolkien est mort en 1973. Donc je pense que lui, l'écologie des hippies, Donc, chez Tolkien, comme on vient de le voir, la bataille de la nature contre l'industrie est représentée par la bataille des Ents contre l'Isengard. Et cette bataille est évidemment gagnée par les Ents qui détruisent un barrage, ce qui fait que l'industrie est complètement engloutie sous l'eau. Faites sauter le barrage! Libérez les eaux! Et donc maintenant, retournons au Japon pour voir comment cela se passe chez Miyazaki. Alors chez Miyazaki, il y a bien sûr plein de films, mais celui que je pense le plus révélateur de la nature se battant contre l'industrie, c'est évidemment Princesse Mononoke. Dans ce film, la nature est représentée notamment par une forêt dans laquelle on trouve des dieux, donc des kami je suppose, qui sont représentés par d'immenses animaux, notamment la louve Moro, qui a élevé une humaine qui s'appelle San et qui elle aussi évidemment représente la nature. De l'autre côté, on a Dameboshi, qui est une femme qui détient un village minier et donc évidemment pour accéder aux minerais, ils détruisent de plus en plus la forêt, ce qui a un petit peu tendance à énerver les animaux derrière. Et au milieu des deux gonzesses, on a Ashitaka qui est un jeune prince maudit. Un des dieux, le dieu sanglier, avait été abattu par les humains et en fait il était tellement rongé de colère qu'il s'est transformé en démon. Et donc Ashitaka, en abattant le dieu sanglier, s'est fait toucher au bras et donc son bras est maudit. Sois prudent mon prince, il ne faut pas que cette bête te touche, tu serais maudit toi aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bras maudit d'Ashitaka lui confère une force de malade. Par contre, le souci c'est qu'il pourrit petit à petit et donc évidemment le jeune prince est condamné à mourir. Et donc ce personnage se retrouve entre les deux puisque d'un côté, déjà, il est humain, donc forcément il a un lien avec Dameboshi, qui, malgré le fait qu'elle détruise la nature, est une femme avec un très grand cœur, puisqu'elle a sauvé des femmes de la prostitution et elle s'occupe de lépreux. Mais Ashitaka, il aime aussi beaucoup la nature et la forêt, il la respecte énormément, et évidemment, il tombe amoureux de la jolie jeune fille louve, San.
Donc on suit le plus le personnage de Shitaka qui va passer de l'industrie à la nature, etc. pour tenter un petit peu de calmer le conflit qui avance de plus en plus. Et lors du combat final, Dameboshi réussit à décapiter le dieu cerf qui est le dieu principal de la forêt. Et là, ça se passe pas très bien. Donc ce qui se passe, c'est que la forêt entière se met à mourir puisqu'elles ont perdu leur dieu principal. En mourant, le dieu cerf se répand, il y a une sorte de peste absolument dégoûtante. Donc en plus de tuer la nature, cette masse tue une grosse partie des membres du village. La louve Moro dont j'ai parlé réussit en mourant à arracher un bras à Dameboshi. Mais à la fin, à la dernière minute, San et Ashitaka réussissent à rendre sa tête au dieu cerf. Ce qui fait qu'il se calme, la nature repousse et Ashitaka est sauvé de sa malédiction. Je chiale, putain! Après ça, Dameboshi décide donc qu'elle va arrêter de tout massacrer, mais San, beaucoup trop énervé contre les humains, retourne dans sa forêt. Et donc Ashitaka, lui, décide d'aller dans le village de Dameboshi, puisqu'il reste humain, et promet d'aller voir San de temps en temps. Donc comme j'ai dit, ce film suit majoritairement le personnage d'Ashitaka, et c'est super intéressant, puisqu'on a cet humain qui est maudit, qui aime à la fois les hommes et la nature, et qui aimerait empêcher la guerre juste pour que les gens puissent vivre en harmonie en fait avec la nature. D'ailleurs, Ashitaka il représente un petit peu Miyazaki, qui ne se considère pas lui non plus comme écolo. Donc je me suis renseignée un petit peu sur les pensées écologistes de Miyazaki à travers plusieurs interviews, et donc il dit: je ne veux pas dire que la nature est supérieure à l'homme, mais je pense sincèrement qu'il faudrait la réintroduire au cœur de notre société. Ce message n'est pas purement écologique. Et dans une autre interview, il dit: on m'a collé l'étiquette d'écologiste, or je ne le suis pas du tout, je gaspille beaucoup de papier et je bois trop de café. Donc dans Mononoke, la nature elle est plutôt représentée comme fragile, puisque quand Dameboshi la détruit, la nature est forcée de reculer. À force de reculer, justement, la nature est devenue un lieu hyper effrayant et très très dangereux pour les humains. Et le seul humain qui arrive à traverser cette forêt sans encombre, évidemment, c'est Ashitaka. Pour une raison très simple, il demande à des petits Kodoma, donc qui sont des êtres sylvains, la permission simplement de traverser. Auriez-vous l'amabilité de nous permettre de traverser votre forêt, petit être? Donc on en revient au shintoïsme chez Miyazaki, puisque la forêt est ici un temple qui ne demande qu'une seule chose, être respecté. Mais comme Dameboshi refuse cela, la nature contre-attaque. Mais malgré tout, qu'il est bien qui finit bien, le dieu cerf ayant retrouvé sa tête, il fait repousser la nature et Dameboshi promet de repartir à zéro. Malgré tout, les deux films finissent plutôt bien, puisqu'à chaque fois la nature gagne, l'industrie recule, mais malgré tout, l'homme et la nature repartent sur une nouvelle base et sur une bonne relation. Dans Le Seigneur des Anneaux, les Ents, après leur victoire contre les Isengard, se retirent de nouveau de la guerre, laissant les autres à leurs petites affaires du moment que cette tranquillité est réciproque. Le film Mononoke à la base se devait beaucoup plus sombre que ce qu'il n'est, puisque Dameboshi devait être tué. Finalement, en la laissant vivre et en ne détruisant pas son village, la nature semble donner une nouvelle chance à l'humanité. Chance dont il semble d'ailleurs vouloir profiter quand Dameboshi dit « Maintenant nous allons repartir de zéro. Et nous allons construire un beau village. » La nature dans les deux films l'a demandé une seule chose, c'est d'être respectée, et on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui c'est exactement la même chose. Malgré des signaux de la part de la nature pour signifier que ça ne va pas bien du tout, l'homme continue tranquillement de la détruire. Et du coup la question qu'on a le droit de se poser c'est: qu'est-ce qui va se passer si on continue dans cette direction? Évidemment, plusieurs hypothèses sont envisageables et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Au programme la semaine prochaine, nous verrons le film Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki. Et chez Tolkien, vu que je n'ai pas forcément grand chose à dire, j'ai préféré décider de vous parler des films Wall-E et Soleil Vert. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les trois films que je viens de citer, n'hésitez pas à les voir d'ici la semaine prochaine, comme ça vous comprendrez évidemment mieux mes propos. En attendant, je vais vous faire des bisous, je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère vous retrouver mardi pour une petite vidéo et dans tous les cas, je vous retrouve vendredi pour la suite de ce pôle culture sur la nature. Sachez que le sujet suivant est aussi en cours de préparation, je vous tiendrai au courant. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur le pouce bleu du Tipeee à partir de 1 €. Tout ça, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bonne semaine, bye!